Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec les chroniqueurs de la première heure. Bonsoir Antonin André. Bonsoir Pierre. Rédacteur en chef du service politique du Journal du Dimanche. Bonsoir Louis Ozelter. Bonsoir Pierre. Journaliste au service politique du Figaro. Bonsoir François-Noël Buffet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre auprès du ministre de l'Intérieur. On va parler bien sûr de Marseille avec ce courage, cette bravoure des policiers qui n'ont pas hésité à neutraliser cet homme qui menaçait les populations avec 2 couteaux et une matraque. Qu'est-ce que vous leur dites aux policiers ce soir ? Il faut les féliciter et leur dire bravo. Ils ont fait preuve en quelques secondes. Il faut bien se rendre compte que c'est une situation où la réaction des policiers se fait en quelques secondes, d'une parfaite maîtrise de la situation, de leurs armes, et ils étaient bien sûr dans les conditions de légitime défense, c'est assez clair. Donc ce sont des hommes extrêmement qui ont été très professionnels et évidemment très efficaces. On n'ose pas imaginer un seul instant s'ils n'avaient pas été présents à ce moment-là hier, car l'assaillant était armé, bon, vous l'avez rappelé, de couteaux importants, d'une matraque, et qu'il était déterminé à continuer son périple meurtrier. Et donc, vraiment, on a eu des policiers absolument remarquables et ils méritent largement leur décoration. Est-ce que parce qu'ils vont être décorés, on est sûr, François-Noël Buffet, vous venez le dire ce soir sur Europe 1, que ces policiers, malgré l'enquête de l'IGPN, parce que c'est la procédure, ces policiers ne vont pas être inquiétés par la suite ? Écoutez, on avait eu d'autres affaires où j'entends bien, mais les policiers ont été inquiétés, l'IGPN est saisi, condamnés parfois. L'IGPN est saisi, on ne peut pas, on n'est jamais sûr à 100%, bien évidemment. Enfin, les images que l'on voit, on voit bien que l'assaillant se projette vers eux, les armes au poing, avec la volonté évidemment de tuer incontestablement. Le péril est bien imminent. D'une manière pour eux-mêmes ou pour d'autres d'ailleurs. D'une manière générale, et ça rejoint la réforme que vous portez. Alors c'est d'ailleurs assez, j'allais dire, optimiste de voir qu'il y a des réformes qui peuvent être faites dans le contexte actuel qui est assez chaotique. Le Beauvau des polices municipales que vous portez, François-Noël Buffet, on dit toujours, on peut pas mettre un flic derrière chaque personne. Là, en l'occurrence, quand on voit les scènes qui se sont produites hier à Marseille, on aurait envie de mettre un policier derrière chaque personne. Ce qui est bien sûr qu'on aurait envie, on sait très bien tous les uns les autres que ce n'est pas possible. En revanche, ce qui est possible, c'est que les forces de sécurité intérieure, que sont la police nationale et la gendarmerie, peuvent travailler en complémentarité avec la police municipale, qui est la 3e force de sécurité intérieure en réalité. Il faut avoir en tête que c'est aujourd'hui 28 000 agents de police municipale qui sont sur l'ensemble du territoire et qui sont mobilisés tous les jours et qui ont un rôle fondamental dans la lutte contre l'insécurité ou contre le crime. Je vous rappelle quand même qu'à Mulhouse, ce sont des policiers municipaux qui vont arrêter l'auteur du crime et qu'ils sont là au quotidien, ils sont en première ligne. Donc, ils font partie de ce que l'on appelle, peut-être un peu trop pompeusement, ce continuum de sécurité. Qui ont arrêté un homme qui 14 fois a été refusé par l'Algérie avec les reconduites à la frontière. Et les analyses, en tous les cas, les statistiques ou les prospectives que l'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'à l'horizon 2030, et on en prendra 10 000 de plus. Antonin André. Comment vous expliquez, monsieur le ministre, parce que j'ai lu attentivement les mesures qui sont prévues dans ce projet de loi, que on est attendu autant de temps? Parce que c'est quand même saisissant de voir qu'il y a aujourd'hui à peu près 30 000 policiers municipaux, qui c'est le but en tout cas, qui sont en première ligne et qui aujourd'hui, parfois, sont obligés d'appeler la police pour venir constater des faits. Et voilà, brièvement, désormais... Donc, c'est la police qui appelle la police. La police municipale pourra constater des délits, la vente à la sauvette, le vol inférieur à 300 €, la conduite malgré une invalidation du permis, l'occupation illicite de hall d'immeuble. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les policiers municipaux qui étaient confrontés à des gens qui occupaient un hall d'immeuble étaient... ils essayaient de faire de la dissuasion, du dialogue. Absolument. Et on a du mal à comprendre pourquoi ça a mis autant de temps. On a du mal à comprendre quel était le dogme en fait de ces policiers municipaux. En fait, il n'y avait pas de dogme, c'est un problème juridique. Les policiers municipaux ont la possibilité de relever des contraventions. Ils n'ont pas la possibilité de constater des délits, puisque pour constater des délits, il faut être placé en réalité sous la responsabilité du procureur de la République. Or, je rappelle que les maires, qui sont les seuls patrons des polices municipales, ne veulent pas, et ils ont raison d'ailleurs, placer leur police municipale sous
le contrôle des procureurs de la République. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait une inquiétude des maires, qui est pas récente, qui est ancienne, que la police municipale soit utilisée au titre de la police judiciaire et que de ce fait quitte ses missions premières de police municipale et vienne quelque part se substituer aux forces étatiques. Donc il a fallu trouver une solution juridique qui nous permette malgré tout que les policiers municipaux puissent sanctionner des délits. Alors on a trouvé la solution juridique. Alors, pour les juristes qui écoutent, c'est l'article 15 du Code de procédure pénale. Pour ceux qui ne sont pas juristes, c'est la possibilité de dire que nos policiers municipaux pourront constater des actes de caractère délictuel dès lors qu'il n'y a pas de mesure d'enquête. C'est-à-dire qu'un hall d'immeuble, il y a besoin de mesure d'enquête pour constater qu'une occupation est illégale. La possibilité de saisir des stupéfiants, il n'y a pas besoin de procédure d'enquête. Donc on a créé 9 AFD, amendes forfaitaires délictuelles, qui permettront, dans ces conditions-là, aux policiers municipaux de sanctionner des actes de caractère délictuel sans enquête. Donc ça, c'est l'évolution. Si la loi est votée, c'est ça. Particulièrement pourquoi c'est-à-dire que c'est un projet de loi consensuel, les maires le veulent, on est à 9 mois des municipales, on se dit on a besoin d'avoir un premier rideau de sécurité qui soit armé, et en fait, vous êtes un peu bloqué à cause du Premier ministre, d'une certaine façon. D'une certaine façon, oui. Pourquoi ça a tant duré? Parce que d'abord, cette démarche avait été initiée à l'origine par Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Elle s'est arrêtée en raison de la dissolution. Elle a été reprise ensuite après dans le gouvernement de Michel Barnier. Puis la censure est arrivée et je n'ai pu reprendre la procédure que j'ai réinitialisée au mois de janvier. Et on a été très vite parce qu'on a bien conscience qu'il fallait aller très vite et c'est très attendu. Donc j'espère, quoi qu'il arrive, que ceux qui nous succéderont, ou peut-être nous-mêmes n'en savons rien, pourront immédiatement déposer ce texte parce que c'était bien le projet. Il sera devant le Conseil d'État le 17 septembre prochain et il était inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres le dernier du mois de septembre et inscrit à l'ordre du jour du Sénat au cours du mois d'octobre. Donc il y a une attente qui est très forte, c'est très consensuel. Vous avez raison. On a beaucoup discuté avec les associations de maires, y compris avec les policiers. Et donc on parle des policiers, je rappelle qu'on parle aussi des gardes champêtres. Et donc c'est un texte qui est consensuel, qui vraiment devrait continuer son chemin législatif parce qu'il est d'intérêt général. À l'inverse, il y a d'autres réformes qui verront pas le jour, en tout cas pas immédiatement. Je pense à la rave-party dans l'Aude, qui est un scandale d'ordre public majeur, vu la durée pendant laquelle elle a pu se tenir. J'entendais Bruno Retailleau en début de semaine interroger sur la façon de combattre, d'anticiper, d'empêcher la tenue d'événements aussi dangereux qui, au passage, comme il le disait, sont des supermarchés de la drogue à ciel ouvert. Donc il proposait de criminaliser l'organisation des rave-parties comme ça se fait en Italie, sauf qu'il ne pourra pas le faire à brève échéance. Et il y a plein de choses que Bruno Retailleau, notamment, propose depuis des mois. Mais c'est un ministre qui propose, et on a beaucoup de ministres qui proposent parce qu'ils ne peuvent pas faire. Comment est-ce qu'on sort de alors, ça? c'est pas tout à fait juste en ce qui nous concerne, puisque je rappelle que des textes qui avaient été préparés au Sénat et par la commission des lois dont je m'occupais, le texte sur le narcotrafic a permis, on a pu le faire voter. Et c'était un texte extrêmement important. Il y a d'autres textes comme la loi Grémillet en matière environnementale qui peut aboutir parce qu'elle était inscrite et que c'était tout à fait possible. Donc tout ça n'est pas impossible. Ce qui nous bloque, c'est l'instabilité aujourd'hui à nouveau institutionnelle qui va s'ouvrir ou qui risque de s'ouvrir, qui nous empêchera d'avancer. La réforme modifier pour les teufeurs, en fait, la qualification pénale, c'est-à-dire criminaliser comme l'a proposé le ministre de l'Intérieur, ça nécessite effectivement un texte, une loi. En tout cas, et là, pour l'instant, on est bloqué, il faut bien le reconnaître. C'est une des conséquences, d'ailleurs, de la situation politique qu'on connaît. On est en droit de s'interroger, et je reprends ce que disait Antonin André très justement, pour que ce qu'on a attendu si longtemps pour faire tout ce genre de mesures. J'utilisais le mot dogme, mais c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'avant Gérald Darmanin et d'autres personnes qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes, de donner un coup de pied dans la fourmilière, il s'est passé quand même beaucoup de temps, et je ne trouve pas étonnant ce sondage ELAB ce jour. 90% des Français considèrent que les responsables politiques ne sont pas efficaces pour répondre aux problèmes des Français. C'est assez étonnant, mais on va en parler parce que c'est l'heure de la pause. François-Noël Buffet, le temps passe vite, nous avons encore beaucoup de questions pour vous, restez bien sur Europe 1, à tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Antonin André du JDD, Louis Osalter du Figaro, François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. On en parlait pendant la pause publicitaire. Et il y a quelque chose, et ça revient aussi à l'incompréhension des Français sur la situation globale, pas seulement sur les impôts, mais sur beaucoup de choses, sur ces 90% des Français, encore une fois, qui aujourd'hui considèrent que les responsables politiques sont inefficaces. Il y a eu ces images hier à Marseille.
voilà, les policiers arrivent, paf, l'individu est neutralisé, plus de danger, on est au centre de ville de Marseille, il y a des vies en danger. Il y a eu d'autres images il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, avec ce camion à Tourcoing qui fait des marches avant, des marches arrière. Les policiers sont là, on a l'impression qu'on est dans une corrida avec un taureau complètement fou et personne, aucun des policiers n'ose dégainer, parce qu'on sait, François-Noël Buffet, que quand on dégaine son arme, il faut faire un rapport, il faut rester 10 heures au commissariat, il faut faire 400 pages de paperasse. C'est ça le problème aujourd'hui de la police municipale? C'est ça ce problème notamment auquel vous vous attaquez aujourd'hui? Alors de la police municipale, pas spécialement. Pas spécialement, de la police en général. Vous avez raison de me reprendre. En général, d'autant plus que toutes les polices municipales ne sont pas équipées d'armes létales. Ce qu'il faut simplement rappeler, c'est qu'il y a des conditions d'usage de l'arme à feu. Que ces conditions d'usage, elles sont déterminées par la loi, notamment elles définissent ce qu'on appelle les conditions de légitime défense. Et que ces conditions-là sont extrêmement strictes et que les différents services qui contrôlent l'usage des armes par nos policiers veillent à ce que ces conditions soient parfaitement respectées. Donc la consigne, ou le principe plus exactement qu'une consigne, c'est de dire utilisez votre arme à feu que dans la mesure où ça devient inévitable. Et donc c'est vrai que nos policiers font très attention dans l'usage de ces armes à feu. En même temps, ça peut pas être Chicago partout. En revanche, il y a aussi, il faut le dire, quand ils utilisent leur arme, eh bien, on conteste l'usage de celle-ci. Ils sont mis en difficulté. Ils sont parfois même font l'objet de poursuites. Ils sont mis en cause, alors même que les conditions juridiques sont parfaitement remplies. Mais je vois, vous avez parlé tout à l'heure de cette députée européenne, Madame Rima Hassan, qui conteste les chiffres officiels. Oui. On va l'écouter si vous le voulez bien, puisque Rima Hassan était sur le média Thinkerview hier soir. On écoute Rima Hassan. Oui, il y a eu plus d'actes antisémites. Après, très honnêtement, moi je vous le dis et je l'assume, je ne fais pas du tout confiance aux chiffres du CRIF. 7 octobre, c'est quelque chose qui doit être puni, oui, oui, mais recontextualisé avant d'être puni, parce que c'est un peu facile de venir dire à un peuple qui finit à ce niveau-là de désespoir. Non, mais les mecs qui ont débarqué en ULM, mais il faut le comprendre à un moment donné aussi. Qu'est-ce que, au-delà de comprendre ce que Madame Rima Hassan voudrait comprendre, qu'est-ce que vous lui répondez, François-Noël Buffet? On ne peut être que scandalisé par la méthode qui est utilisée. En réalité, il s'agit de contester par principe toutes les informations qui peuvent être données. Or, nous savons que les chiffres qui sont donnés sont ceux qui représentent la vérité, mais c'est une tactique politique. C'est une rhétorique politique qui consiste à essayer d'instiller dans la pensée collective que ce qui est annoncé officiellement est toujours un mensonge, en tous les cas n'est pas la vérité, que tout ça est parfaitement trouble, de façon à en profiter dans sa propre démarche politique. Donc on est vraiment dans une action qui est absolument oui, mais qu'est-ce qu'on fait derrière, François-Noël Buffet? Donc ça veut dire que, d'abord, il faut combattre ces gens-là. Mais comment? C'est ce qu'on essaye de faire. Et puis à chaque fois qu'ils racontent des histoires ou qu'ils font des déclarations de cette manière-là, je pense, moi, qu'il faut ne pas hésiter à poursuivre dans la mesure où les conditions juridiques sont remplies. Vous allez le faire, là, quand vous avez entendu ça? Là, en tous les cas, on va vérifier, évidemment. Il est clair que les chiffres précis, nous les avons. Ils sont très proches de ceux qui viennent d'être annoncés aujourd'hui. Et dans ces conditions, même la liberté d'expression ne permet pas de mentir dès lors que le mensonge poursuit un objectif qui consiste à déstabiliser le dispositif. Il n'y a rien à vérifier. Les chiffres du CRIF, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Oui, bien sûr, absolument. Ça vient de chez vous. Donc il n'y a pas de problème, ça vient de chez nous, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut comprendre, pardon, Antonin André, comment est-ce que cette personne, pardonnez-moi, peut encore être une députée européenne représentant la France, François-Noël Buffet? Je partage le point de vue que, au-delà des aspects de liberté d'expression des uns ou des autres, l'utilisation du mensonge d'une part et avec un objectif de déstabilisation est absolument insupportable, inadmissible, mais que sur le plan juridique, sauf à ce qu'elle soit condamnée pénalement, ça il faut que les choses soient claires, sauf à ce qu'elle soit condamnée pénalement, ne nous permettent pas qu'elle puisse quitter son mandat. Donc ça fait partie. En février 2025, dans cette même émission ici sur Europe 1, François-Noël Buffet, vous n'excluiez pas de la déchéance de nationalité pour Rima Hassan. Il se trouve qu'elle n'a qu'une seule nationalité, donc
Laquelle ? On ne crée pas de société française et on ne crée pas d'apatrides. Mais c'est notre principe. Donc elle n'a pas, après vérification de nationalité syrienne comme on avait supposé. Non, donc on ne peut pas déchoir. Il y a quand même un questionnement sur la façon de combattre politiquement chez ces gens-là, et on l'a vu à l'occasion des massacres du 7 octobre, avec des déclarations à l'époque qui étaient assez limites, frisant vraiment avec ce qu'on peut qualifier juridiquement d'antisémitisme d'une partie des responsables de la France insoumise. Et moi, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un moment, vous parliez de judiciariser, je pense qu'il y avait matière à judiciariser à plusieurs reprises, des propos de Jean-Luc Mélenchon, des propos de responsables politiques des LFI au moment de ces massacres du 7 octobre, relativisant la vérité, ayant parfois des propos incitant même à justifier de tels actes, et ça n'arrive pas. Et je trouve ça assez choquant parce que je pense que dans le débat politique, à un moment donné, dans un maelstrom où le relativisme politique, les réseaux sociaux, l'instrumentalisation des propos des uns et des autres rend le débat extraordinairement brouillon, et faire émerger une vérité scientifique devient impossible. Je pense que le recours aux tribunaux à un moment ou à un autre doit quand même être posé, y compris de la part d'opposants politiques à Jean-Luc Mélenchon ou des autorités de l'État. Sur le fond et sur le principe, je partage totalement cette analyse. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est comme pour les actes de délinquance, on ne peut pas laisser passer les propos qui sont tenus, qui ont un fondement qui est en général mensonger, dont le seul but est de déstabiliser le dispositif. Qu'on ait un avis différent, c'est une chose. Je me rappelle qu'on ait une discussion, très bien, mais qu'en revanche, on manipule les informations et que l'on finalement trompe finalement les concitoyens, ça pourrait faire l'objet effectivement de poursuites dès lors que ces manipulations et ces mensonges sont bien sûr établis et peuvent être pénalement condamnables. Me reviennent en tête les propos que Jean-Luc Mélenchon avait tenus à l'endroit d'Yael Braun-Pivet. Oui. Avec des sous-entendus qui étaient extrêmement choquants dans le contexte du 7 octobre. Je me souviens très bien. Et moi, je me disais à ce moment-là, en fait, là, on n'est plus dans la politique. Et donc là, moi, en tant que citoyen et observateur du débat politique, j'estime que ce genre de propos aurait dû être poursuivi en justice. Alors, Yael Braun-Pivet ne l'a pas fait. Est-ce qu'une autre autorité peut se saisir, une association au nom de la façon dont ces propos stigmatisent une population? Mais la question, je trouve, se pose surtout dans un débat politique où le tout et n'importe quoi est souvent plus audible que la vérité elle-même. Mais c'est compliqué parce que Jean-Luc Mélenchon connaît le sens des mots, sait les manier, et typiquement dans l'exemple de ce qu'il avait écrit à propos de Yael Braun-Pivet, à propos de Jérôme Guedj qui serait retenu par le piquet de ses appartenances, il avait une formulation dans ce genre-là. Au tribunal, c'est compliqué à plaider parce que il sait très bien comment tourner ça. Mais la question, c'est que ça ne devrait pas. Et ça fait partie de l'exaspération des Français. Et quand Rima Hassan, ce qui m'interpelle dans ses propos, c'est quand même quand elle appelle à recontextualiser des massacres islamistes quand même, parce qu'on parle de ça, le 7 octobre 2023. C'est exact, c'est pareil, c'est très insidieux, mais en bonne clarté, exactement, et en bonne clarté, ce révisionnisme, c'est celui du Hamas. C'est en fait de sa part, elle l'épouse et elle relaye le narratif qui est celui du Hamas, qui se présente comme un mouvement de résistance. C'est un mot qui a d'ailleurs été employé par la France insoumise au moment où ces massacres ont été commis le 7 octobre 2023. Et son but est évidemment de donner une ampleur, d'amplifier cette propagande qui est celle du Hamas depuis le 7 octobre, mais même avant, et bien évidemment. Et comme le Hamas est un mouvement terroriste, François-Noël Buffet, les Français seraient dans l'attente et dans la compréhension que si le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice ou les deux, ferait quelque chose pour judiciariser cela. Il a raison, Antoine André. Nous en avons la possibilité. Nous le faisons. Vous sortez un article 40. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un article 40 ? Ça veut dire qu'on signale au procureur de la République des faits dont on pense qu'ils constituent une infraction pénale, à charge pour le procureur de la République qui juridiquement a l'opportunité des poursuites, d'engager lui-même les poursuites. C'est ça. C'est ce que veut dire l'article 40. C'est une obligation qui est donnée. Est-ce que là, typiquement, dans le cas de cette interview, est-ce que vous allez le faire, vous, François-Noël Buffet ? Est-ce que vous allez vous allez faire un article 40 pour le procureur pour voir si le procureur suit votre intuition ? À ce stade, il faut aller plus loin pour l'analyse. Si les conditions sont remplies, ça peut être fait. Oui, je ne dis pas que nous le ferons, ça peut être fait. Donc il ne suffit pas que vous soyez choqué pour que ce soit fait. Mais attendez, on reste malgré tout. Alors ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais dans un état de droit. Donc il y a des règles, on est bien obligé, on les respecte et c'est parfaitement normal qu'on les respecte. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne regardera pas si les conditions de celle-ci ne sont pas établies. Et auquel cas, si elles le sont, ça permet d'engager des poursuites. Car rien n'est pire. Car je voudrais quand même. Elle a été auditionnée par la police pendant 11 heures pour des tweets insidieux. Donc la procédure a peut-être pas allé à son terme cette fois-ci, mais
on sent bien qu'il y a quand même ce jeu permanent. Ça me fait penser à la sorcière du placard à balai, là, dans le conte. Sorcière, prends garde à ton, et puis il faut surtout pas dire le dernier mot. Et on sent que la France Insoumise joue avec cette espèce d'élastique qui, pendant que ça dure, fracasse quand même les communautés françaises, joue sur des réflexes de repli et de haine et qui divisent la société française. C'est quand même assez inquiétant, et on n'a pas toujours l'impression que les politiques qui les combattent et les bonnes armes ou prennent la bonne mesure des dégâts il est incontestable que tout ce qui est fait et organisé et produit par la France Insoumise est une stratégie politique parfaitement construite, réfléchie, qui a vocation à déstabiliser le système, mais qui ne franchit jamais totalement le Rubicon pour ne pas, évidemment, faire l'objet de poursuites. Ça veut dire que la première des réponses est une réponse politique de la part des différents responsables, et Dieu sait que nous le faisons, il faut quand même le rappeler. Ça ne veut pas dire que si les choses devaient s'aggraver encore, il ne faille pas peut-être faire bouger, tout simplement, notre structure juridique pour permettre des poursuites qui soient efficaces. Car rien n'est pire qu'une poursuite ou qui est engagée, qui n'aboutit pas. On a un effet boomerang qui est terrible, donc il faut y aller, je ne vais pas dire quasiment à coup sûr, mais presque. Merci beaucoup François-Noël Buffet d'avoir été l'invité d'Europe 1 Soir.